Un café ou un code, le podcast des étudiants de droit de Poitiers. Bienvenue dans ce tout dernier épisode d'un café ou un code. Et oui, déjà la fin de cette première aventure ensemble. Mais pas question de partir sans marquer le coup. Pour conclure cette saison en beauté, on a voulu ouvrir les portes du podcast à d'autres étudiants en droit, au parcours varié, parfois inattendu, mais toujours inspirant. Apolline nous partage son expérience d'Erasmus en Finlande, une année complète, loin de la France. Célia, elle a décidé d'arrêter la fac en L2, une décision qui peut faire peur, mais qui l'a amenée à une vie où elle s'épanouit bien plus. Alors installez-vous, votre boisson chaude à la main, et laissez-vous emporter par ce dernier épisode riche en parcours et en sincérité. Salut tout le monde, c'est Charlotte. Pour commencer cet épisode, on va écouter le témoignage d'Apolline. Elle est partie 1 an en Finlande et je lui ai envoyé quelques questions que je trouvais intéressantes à lui poser. Je m'appelle Apolline, j'ai 21 ans et je suis en L3 de droit public à Poitiers. Cette année, j'étais en Erasmus à Turku en Finlande. J'ai choisi de partir 1 an en Erasmus pendant ma L3 parce que je voulais m'orienter vers des masters de relations internationales ou de droit international et la plupart de ces masters demandent d'avoir une expérience de minimum 6 mois à l'étranger pour qu'on puisse les intégrer. Et du coup, je me suis dit que, histoire d'avoir l'expérience totale de la vie à l'étranger, je partirais pour 1 an entièrement. Et c'est ce que j'ai fait. Donc pourquoi est-ce que j'ai choisi la Finlande ? En fait, j'ai pas vraiment choisi la Finlande. Au début, j'avais même pas mis la Finlande dans ma liste. Sauf que j'ai pas eu aucun des autres choix. Et notre coordinateur à la fac m'a envoyé un message pour me dire que je pouvais prendre une autre destination parce qu'il restait plein de places dans toute la liste des destinations qui nous étaient proposées. Et du coup, j'ai choisi de partir en Finlande parce que c'était un pays du monde, une région du monde en tout cas, les pays du Nord que je ne connaissais pas du tout avant. Et j'avais pas spécialement intention d'y aller. Du coup, c'était un petit peu l'occasion parce que je n'y serais pas allée plus tard ou j'aurais jamais pensé à aller y travailler après. Comment la décision de partir est-elle arrivée ? Et j'ai toujours voulu partir à l'étranger, ayant moi-même vécu à l'étranger quand j'étais plus jeune et j'avais bien aimé. Et du coup, je me suis dit que c'était une bonne idée. Et surtout, j'aime bien ce que j'étudie, donc j'étudie du droit. J'aime bien le droit, mais à la fac, j'avais pas l'impression d'étudier les matières qui m'intéressaient vraiment, c'est-à-dire le droit international, le droit européen, les relations internationales. Et du coup, partir à l'étranger, c'était aussi le moyen pour moi de pouvoir étudier ces matières avant d'entrer en master et de pas étudier les matières que j'aimais moins, les autres matières de droit français qui m'intéressaient pas, quoi. Donc, à la fac de Poitiers, on devait déposer notre dossier 1 an avant de partir, donc en décembre l'année d'avant. Donc moi je suis partie en 2024-2025, donc j'ai posé ma candidature en décembre 2023. Ensuite, on doit donner un CV, une lettre de motivation, une liste de choix. Et après, pour pouvoir accéder aux écoles, il faut passer des tests de langue pour justifier qu'on a le niveau de langue nécessaire pour suivre les cours dans une autre langue que le français. Du coup, moi j'ai dû passer le test IELTS du British Council. Donc là, on l'a passé en février. Et puis après, entre mars et mai 2024, j'ai dû gérer tout ce qui était demande de bourse, trouver le logement, rédiger les contrats, etc. Parce que c'est un contrat avec l'organisme Erasmus européen. C'était pas très évident. On avait un référent à la fac, mais il n'a pas été d'une grande aide souvent. C'était un peu... on se débrouillait comme on pouvait. Mais du coup, comme on était plusieurs à partir à ce même endroit, on s'aidait entre nous. Et c'était un peu stressant aussi parce que, en gros, pour pouvoir partir en Erasmus en L3, il fallait valider la L2. Sauf que la L2, personnellement, moi, j'ai trouvé ça dur. Et du coup, j'avais pas validé mon semestre 3. Ce qui fait que je me suis retrouvée très, très en bas des classements pour les choix d'Erasmus, etc. Et en fait, si je validais pas le semestre 4, je validais pas l'année, donc je serais pas y allée, quoi. Et du coup, ça m'a poussée et ça m'a motivée à mieux travailler pendant le semestre 4, histoire de valider et de rattraper ce que j'avais raté au semestre 3. Et au final, j'ai pu valider mon année de L2 et partir en L3. Le moment du départ, comment tu l'as vécu ? J'étais vraiment contente
J'étais pas trop stressée parce que en fait j'avais déjà un très bon niveau d'anglais avant et du coup c'était pas vraiment la langue qui, euh, qui m'angoissait le plus, mais plutôt le fait de me retrouver assez loin de la France et de pas pouvoir y revenir facilement parce qu'il fallait plutôt prendre l'avion ou deux avions, faire des changements. Enfin, c'est pas comme si on était dans un pays limitrophe de la France et on pouvait juste prendre le train pour y retourner. Donc c'est vrai que ça me stressait un petit peu. Et aussi, je me demandais si j'allais réussir à me faire des connaissances. Voilà. Mais mes craintes se sont retrouvées infondées et je me suis plutôt pas mal débrouillée. Mes ressentis à l'arrivée, découvrir une nouvelle culture, un nouvel environnement, se faire de nouveaux amis. Quand je suis arrivée, moi et les autres étudiants étrangers, quand on est arrivés, on a tout de suite été accueillis par l'ESN, donc c'est l'association Erasmus Student Network qui est présente dans toute l'Europe. Et donc cette association-là, qui était notre association de référence, s'occupe de nous fournir des cartes SIM gratuitement parce que nos numéros de téléphone ne marchent pas forcément à l'étranger. Ils s'occupent de donner des renseignements, ils nous aident pour les cours, si jamais on a besoin de trouver un médecin ou des choses comme ça. En gros, on sait qu'on peut toujours se tourner vers eux. Et même à la fac, il y a un bureau spécialement pour les étudiants en échange. On peut envoyer un mail et on a une réponse. Il y a toujours des gens qui travaillent même le week-end. La nouvelle culture, c'est vrai que la culture en Finlande est très très différente de celle de la France. Et je pense que le plus gros obstacle auquel j'ai été confrontée, c'est que ils sont très introvertis et réservés. Et c'est pas trop dans leur culture de parler juste pour parler, maintenir la conversation et faire des mondanités. Et donc c'est vrai que apprendre à connaître des Finlandais de Finlande, ça c'était compliqué. Grâce à l'association ESN, on avait beaucoup d'événements. On a très vite appris à se connaître entre tous les étudiants Erasmus. Et du coup, on a fait des petits groupes et c'est vrai qu'on a un lien très fort tous entre nous. D'ailleurs, on habite tous à peu près au même endroit puisqu'on est logés par le TIS, c'est-à-dire l'organisme qui gère un peu les logements étudiants ici en Finlande. Du coup, on habite tous dans les mêmes immeubles, au même endroit. On a les événements ensemble, etc. Donc c'est vrai qu'entre étudiants Erasmus, il y a une très forte entraide et une bonne communauté. Mais c'est vrai qu'apprendre à connaître les gens de Finlande, même, ça a été plus dur. Et c'est vrai qu'avant le deuxième semestre, j'avais pas vraiment de connaissances finlandaises alors que ça faisait déjà 4 mois que j'y étais. Me faire des nouveaux amis, et grâce aux événements organisés par l'ESN et les autres associations étudiantes, on a pu facilement apprendre à connaître les gens. Et puis on rencontre, il y avait pas mal de Français, et puis on rencontre plein de gens d'autres cultures. Et puis voilà quoi, ça se fait facilement, je pense. C'est vrai que la langue peut être une barrière, mais après moi personnellement, comme je l'ai déjà dit, j'ai pas trop de problèmes en anglais. Mais c'est vrai que le fait que tout le monde vive toujours avec tout le monde, on partage les langues, etc., on finit par adopter du vocabulaire qui est issu de plein de langues différentes et on se comprend tous. C'est plus vraiment de l'anglais vraiment Cambridge comme il faut, c'est une sorte de gloubi-boulga, mais ça marche et on se comprend. Et c'est vrai que cette richesse multiculturelle est vraiment très très appréciable. La vie sur place, comment se passent les cours, ton quotidien, ta routine? Le système éducatif en Finlande est vraiment différent de celui en France. Déjà parce que en fait, on doit choisir nous-mêmes nos cours. Donc on a un catalogue de cours et on sait qu'on doit valider 50 ou 60 crédits pour l'année. 50 parce qu'on a 10 crédits qui interviennent de manière automatique parce qu'on suit des cours en anglais. Donc moi j'ai choisi mes cours que j'ai répartis sur toute l'année. Donc on a la liste des cours, le contenu et l'emploi du temps. Et avec ça, j'ai constitué mon propre emploi du temps sur toute l'année pour avoir mes 50 crédits. C'est vrai que du coup, ça nous laisse une grande liberté, mais on n'oublie pas qu'on reste rattaché quand même à la fac de Poitiers qui est en France et qui veut double valider nos matières. Donc ça veut dire que j'ai choisi des cours, j'ai dû envoyer au responsable pédagogique de L3 à Poitiers pour qu'ils me disent oui, ça correspond bien à votre licence de droit public et donc vous pouvez prendre cette matière. J'ai eu quelques matières qui ont été refusées et j'ai dû en trouver d'autres. Et c'est vrai que c'est pas évident parce que des fois tu as des matières avec des intitulés qui sont un peu flous ou un peu vagues et quand on regarde dedans finalement ça correspond et ça correspond pas. En fait comme on n'étudie pas vraiment le droit de la même manière et surtout pas les mêmes matières en France et ici, c'est vrai que parfois on peut se retrouver un peu en difficulté mais bon on s'est débrouillé et du coup voilà. En plus la fac de Poitiers a un partenariat avec deux des universités ici à Turku, ce qui fait qu'on peut prendre des cours dans les deux universités différentes et de ce fait composer un catalogue qui correspond bien à notre filière publique, privée ou carrière judiciaire.
La manière d'enseigner est vraiment différente. J'ai beaucoup de cours en visio ici et quelques cours sur place. On n'a pas d'examen comme ceux auxquels nous sommes habitués en France, où on va dans les amphis et on compose pendant 4 heures. Non, ici en fait tout est très informatisé. On réserve une salle d'examen sur un créneau. Ça commence à 8 heures le matin, ça finit à 23 heures et c'est même ouvert le dimanche. Donc on réserve le créneau quand on veut. Et après, on a tous un badge qui nous permet de rentrer à la fac à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit. Et on peut aller passer notre examen quand on l'a réservé. Et on a deux ou trois essais selon les matières et qu'on passe dans les semaines réservées pour ces matières-là. Donc par exemple, ça m'est arrivé de finir une matière en octobre et j'avais les 2 premières semaines de novembre qui étaient réservées pour le premier essai de cet examen. Donc j'ai dû réserver un créneau dans ces 2 semaines-là. Et puis si après je l'avais loupé, les 2 premières semaines de décembre, j'aurais pu réserver un deuxième créneau. Donc voilà, le calendrier n'est pas vraiment identique à celui de la France. Mais c'est vrai que du coup, ça nous laisse encore une plus grande autonomie que celle qu'on a déjà par la fac en France. Sauf que du coup, les cours en général, vu que c'est des cours en assez petit comité, on est obligé d'y assister. Mais c'est vrai que c'est moins... Enfin, j'avais l'impression d'être moins encadrée qu'à la fac de Poitiers. Pareil, une grande différence dans les travaux à rendre. On a moins de méthodologie stricte à suivre, etc. Les cas pratiques, les dissertations de partie, de sous-partie, on oublie. Là, on fait des essais, c'est un peu comme tu sens, comme tu le veux, à partir du moment où c'est logique et que ça a une structure logique et que le raisonnement se tient, et ça marche. Tant qu'on respecte les consignes du nombre de pages ou du nombre de mots, ça passe. Et c'est vrai que ça, j'ai beaucoup apprécié. Et pour le reste, du coup, il y a énormément d'associations étudiantes en Finlande. La vie étudiante est assez, on va dire, présente. Je pense, enfin ce n'est que mon avis, c'est parce que, vu que d'eux-mêmes ils sont assez introvertis, ils vont pas forcément penser à se réunir le soir pour aller au bar, pour faire des trucs ensemble. Et du coup, il y a ces associations. Toutes les facs ont des associations qui organisent les événements. Et du coup, il y a du monde qui vient. Et aussi, toutes les associations, en fait, il y a une sorte de salopette que tous les étudiants ont. Et la salopette a une couleur en fonction de la faculté à laquelle on appartient. Et à chaque événement qu'on va, on reçoit des patchs à coudre. Et du coup, sur notre salopette, on coud nos patchs. Et en gros, sur la salopette, on peut voir tous les événements qu'on a fait. Et oui, c'est un peu l'uniforme étudiant d'ici que tout le monde porte quand ils sortent. Comment tu gères la distance avec les proches ? Donc pour gérer la distance avec les proches, du coup j'appelle ma famille assez régulièrement, peut-être toutes les semaines, que ce soit mes grands-parents ou mes parents. Et après pour les amis, on continue à s'envoyer des messages, on s'appelle de temps en temps. C'est vrai qu'aujourd'hui, grâce au téléphone et à la technologie, il n'y a pas trop de soucis pour rester en contact. Et je pense que c'est aussi un bon moyen pour filtrer un peu ses amis. Et je sais que je parle pas forcément d'expérience, mais de beaucoup d'histoires que j'ai entendues. C'est vrai que le fait de partir loin, longtemps, permet de faire un tri entre ceux qui sont vraiment tes amis et ceux qui ne le sont pas trop. Et c'est vrai que y a des gens... je trouve que partir à l'étranger fait beaucoup grandir et aussi se rendre compte de certaines choses. Et du coup, c'est vrai que j'ai souvent entendu des histoires de personnes qui racontaient que, en fait, quand ils étaient revenus pour Noël en France, c'était pas exactement pareil, mais que finalement, ils étaient contents que ce soit pas pareil parce que, en vrai, ils s'étaient rendus compte de certaines choses, quoi. Du coup, c'est vrai que c'est une épreuve à passer, mais grâce au téléphone, je pense que ça peut se faire pas mal. Quand est-ce que mon Erasmus se termine ? Donc mon Erasmus a commencé en septembre et se termine fin mai. Donc notre contrat avec les logements étudiants se termine le 31, donc on doit partir avant. Et pareil, l'année scolaire universitaire se termine le 31 mai officiellement. Et donc après, quand je retourne en France, travail d'été, on a fait les demandes de master en mars, donc on continue. Est-ce que ça a changé mon idée pour l'orientation ? Oui. Le fait d'avoir passé cette année à l'étranger m'a permis d'avancer dans ma réflexion sur mon orientation, mais c'est vrai que j'ai toujours pas d'idée vraiment précise de ce que je veux faire. Par contre, j'ai des idées de ce que je ne veux pas faire. Et ça, quand même, ça aide un peu. Donc, ce qui se passe quand je rentre, je vais travailler, petit job d'été étudiant. Et puis après, on a fait les demandes de master, on verra bien ce qui arrive.
J'avoue, le futur est encore un peu flou, mais bon, on n'a que 20 ans, 21 ans, on n'est pas censé savoir exactement ce qu'on veut faire, c'est pas grave. Est-ce que j'appréhende le retour? Je suis contente de rentrer en France, j'avoue. Une chose qui me manque énormément, c'est la bonne nourriture. Ça, je pense qu'en tant que Français, c'est quelque chose qui revient assez souvent, que ce soit moi ou mes amis. On a tous ce manque de bonne nourriture qui est là. Et voilà. Je suis contente de mon année à l'étranger. Je suis pas sûre de vouloir rester en Finlande encore plus longtemps que ça. Enfin, ça m'a suffi, mais j'ai bien apprécié. Est-ce que j'appréhende? Oui, parce que c'était un peu une bulle, une parenthèse dans la vie et on est là. C'est vrai qu'on a plus de liberté que quand on est en France. On découvre plein de choses, on rencontre plein de monde. Et c'est vrai que je me dis, bah ça va être quoi la vie après cette parenthèse qui était quand même pas mal. Mais bon, on verra. Trois avantages et trois inconvénients d'un Erasmus. Je dirais que trois avantages de partir en Erasmus, c'est de perfectionner tes connaissances en langue, que ce soit en anglais ou en d'autres langues. Ça permet aussi de mieux découvrir les autres cultures. C'est vrai qu'il y a cette multiculturalité qui est vraiment très très appréciable. Et enfin, je pense que l'Erasmus, ça permet de, comme on part en dehors de chez nous, dans un endroit qui est totalement, ou en général totalement inconnu, c'est vrai que ça nous permet d'aborder les choses avec un autre point de vue et peut-être de prendre de la distance avec certains problèmes ou certains points qui pourraient nous angoisser un peu en France ou dans nos études de base. Et oui, d'envisager les choses sous un autre angle. Je pense que ça, c'est pas mal. Et les inconvénients, euh, c'est vrai que un Erasmus, c'est quand même un investissement financier. Par exemple, la bourse qu'on a reçue couvre, en tout cas pour nous, ne couvre même pas la totalité de notre loyer parce que la Finlande est un pays qui euh, coûte plus cher, le coût de la vie est plus cher qu'en France. Donc c'est vrai que ça demande un investissement financier et c'est plutôt pas mal quand on a une famille qui peut nous soutenir, ne serait-ce qu'un peu. Moi je sais que j'avais travaillé beaucoup les années d'avant partir pour pouvoir économiser, mettre de côté pour justement cet Erasmus. Sinon, ça nous déracine un peu, je trouve. Mais après, ça, c'est soit un avantage, soit un inconvénient. Et un dernier inconvénient, je dirais, peut-être que comme la France a une manière d'enseigner, en tout cas en droit, vraiment très précise avec cette méthodologie qui gouverne tout, c'est vrai que partir en Erasmus et ne plus avoir à faire ça, ça fait qu'on peut perdre un peu le rythme et l'habitude de faire ces exercices bien français comme il faut. Mais bon, je pense qu'avec un peu de travail, ça se rattrape. Trois conseils que tu donnerais à un ou une étudiante qui veut partir en Erasmus. Eh bien moi je dirais fonce, parce que franchement ça apporte beaucoup plus que ça te prend. C'est vraiment une très bonne expérience je pense. Ça t'apprend beaucoup sur toi et même sur les autres et la vie en général. Je pense que c'est une expérience qui te fait grandir vraiment énormément. Et par contre il faut être bien organisé, donc ne pas négliger les, les dates limites, les choses comme ça. Bien s'organiser avant parce que c'est de la préparation avant et pendant. Et puis, fonce quoi. Amuse-toi, profite. C'est un peu une année parenthèse ou un semestre parenthèse. Oui, t'es là pour travailler et valider ton semestre, mais aussi t'es à l'étranger, il faut en profiter, il faut découvrir. C'est aussi le principe de l'Erasmus, parce que sinon on peut juste rester en France et continuer à étudier comme on le fait tout le temps. Donc voilà. Pour continuer ce podcast, je vous laisse avec une interview de Célia qui a décidé de quitter la fac durant sa deuxième année de L2. Je m'appelle Célia, je suis la meilleure amie de Charlotte. On s'est rencontrés à la fac de droit, Malheureusement. malheureusement. Mais heureusement, sinon on ne se serait pas rencontrés. Et qu'est-ce que je peux dire? Bah, je suis manager chez McDo. Oui, tu as quitté la fac en quelle année? Bah, j'ai quitté la fac cette année au mois de décembre 2024. Toi, pourquoi t'avais été en droit de base? En fait, je crois que j'ai toujours voulu faire ça à la base. Tu sais, genre un truc tout court, mais je regardais les séries type Suits et tout avec les avocats, ça me donnait trop envie. Et je me suis Brune, ton dit, petit bah, costard. ouais, franchement, voilà, tu sais, c'était l'environnement et tout. Puis j'avais pris l'option droit au lycée en terminale.
Et je me suis dit: «Vas-y, c'est bon, je veux faire ça» et du coup, bah, je me suis inscrite et Mais attends, mais c'est génial, t'avais droit au lycée? ouais, en gros, on avait une option qui était disponible qu'en terminale, c'était 3 heures par semaine où on voyait, c'était un peu comme les cours d'introduction au droit, tu vois? On Ouais. avait commencé à voir les cas pratiques, et tout ça, genre vraiment, on avait une base de droit, quoi et on travaillait avec le code civil et tout, Mais c'est génial, moi j'avais pas du tout ça. ouais. En fait, c'est ma prof, c'était une ancienne prof de la fac de Poitiers de droit, en droit public et elle est arrivée ici de base, elle a fait cours au STMG et en fait, elle a dit: pourquoi pas ouvrir ça aux personnes qui sont en général pour qu'au moins qu'ils puissent toucher un peu au droit pour, leur donner envie», tu vois? Et du Ben coup, oui. ça a donné envie à plein de gens. Parce que genre moi je sais que c'était en première, oui ça fait seconde première, donc en première j'avais une option pour justement après aller en STMG, en terminale et Ouais. genre ma mère elle m'a dit: «Bah vas-y genre, juste, vas-y et vois parce que bah juste, je sais pas genre la présentation avait l'air d'être sympa», tu vois? Et c'était le seul truc dans lequel on faisait un peu de droit, mais c'était surtout tourné management en vrai. Ah, nous, c'était quand même purement du droit, Donc ça c'était génial. ouais. Parce qu'attends, j'ai quand même postulé enfin postulé, tu as compris, genre j'ai quand même, candidaté, à la fac avec mes options SVT et SES, genre la meuf très sérieuse, quoi. Non, moi, ça va parce que, du coup, moi, tu sais, j'avais AGGSP et SES, Beh oui, plus, c'était déjà plus ma sérieux. ma 1re spé, j'avais pris, HLP et du coup, en plus, Mmh. j'y arrivais, moi, avec l'option droit, Bah ouais, c'était tout tracé, quoi. c'est ça. Alors que moi, tu as mon truc en mode j'avais, HLP, pourquoi j'ai pris ça, je sais pas. Philosophie, de toute façon, c'est pas pour moi. Moi, je l'ai juste pris pour le prof. Mais je sais pas, genre, il était intéressant et je suis pas une scientifique de base, genre, vraiment, genre, 0 nada donc et je voulais pas prendre de langue parce que je puais la merde, on va pas se mentir et du coup, Mais dans tous les cas, j'ai l'impression que philo, soit ton prof est cool et il est genre vraiment passionné et il essaye de faire comprendre ça à ses élèves et c'est trop cool, soit c'est juste un prof lambda et dans ce cas-là, c'est hyper compliqué et c'est pas du tout intéressant. c'est ça. Moi, j'avais la chance que, le prof, il était incroyable. Les Trop 2 hein, bien. autant le prof qui faisait côté français que le prof qui faisait côté philo. Ah nous, aucun des 2. Ah moi, Enfin, je il faisais des était batailles navales en philo, donc comment te non. dire que du coup, comment ça s'est passé? Tu as L1 et puis tu as L2 après? Alors en vrai, la L1, je trouve que ça allait. Après, on va pas se mentir, je pense la gestion de la fac en L1 était un peu pourrie. Enfin, on n'a pas eu, tu sais, on n'a pas eu tous les TD parce qu'il y avait pas de charge Oui, et du coup, en vrai, tu vois, pour moi, c'était un peu plus facile parce qu'en fait, on avait genre au 1er semestre, on avait clairement un TD de droit. Après, sinon, on avait juste, l'anglais et le numérique, tu vois? Mais en fait, on mmh. avait qu'un TD à rendre par semaine, donc en charge de travail, c'était rien du tout. Heu, Puis, je trouve que même, rien que charge de travail, c'était pas forcément très conséquent et c'est de 2 genre, tu pouvais avoir des bonnes notes pas facilement parce que je trouve que la L1, c'est vraiment genre juste tu la méthodologie et tu peux avoir la moyenne. Bon, faut que ce qui est dedans, ça a un minimum de sens, mais si ça a du sens et que, tu as respecté la méthodologie, tu peux avoir 10. c'est ça et du coup, moi, je trouve qu'il y a une marche énorme entre la L1 et la L2 Ah où oui. genre franchement la L1, je m'en suis super bien sortie et tu vois, j'ai eu mon année, enfin presque haut la main, tu vois? Genre j'étais pas au ras, où tu arrives en L2 en fait, où tu as beaucoup de TD. Tu dois rendre 3 TD par semaine, tu passes de 1 TD à 3 TD, la charge de travail, elle est énorme. Tu beau avoir la méthodologie, elle compte genre pour 3 points. Du coup, après, Mmh. c'est purement du truc et genre vraiment, enfin, les profs, ils ont plus aucune, genre en mode: «Ah vous êtes en L2, c'est bon, vous avez fait une année de droit, donc maintenant vous êtes des pros» et genre, Ouais, c'était un peu t'es jeté dans le grand bain sans vraiment t'y être préparé avant, quoi. c'est ça et puis je sais que moi, je l'ai mal vécu dans le sens où, au collège et au lycée, j'avais beaucoup de facilité, tu vois? Mmh. Et du coup, je travaillais jamais. Genre, j'allais aux évals, j'avais pas révisé, je suis allée au bac, j'avais pas révisé et tu vois, j'ai toujours réussi et tu vois, en L1, franchement, c'était super facile. Enfin, on n'avait pas besoin de beaucoup réviser pour pouvoir avoir son année et tu arrives en L2 où il faut littéralement travailler, 10 heures par jour, sinon tu n'as enfin, tu vois, tu as pas forcément de bonnes notes
Mmh. Et du coup, moi, je savais pas comment travailler, quoi. Et comme je travaillais en plus, moi, à côté, du coup, j'avais pas le temps, enfin, j'avais Oui, parce pas. que du coup, tu bossais déjà en L1 ou tu as commencé en L2? J'ai commencé à la fin de la L1, genre avril de la L1, tu vois, donc juste avant les partiels. J'ai Ah commencé au oui. avril et après, il y avait les partiels et du coup, après, j'ai jamais arrêté, en fait. Mais Bah ouais. j'ai Parce que nous, on s'est connus quoi, au milieu de la LE, L2 ou début de la L2? fin du début de la fin du début de la L2, genre, juste avant les partiels du premier semestre de la L2. Ouais, c'est ça. Mais moi, à ce moment-là, j'étais en 18h ou en 20h au travail. Oui, ça restait. Ouais, mais après, vers la fin de la L2, j'ai commencé à passer en 35 heures Mmh. et c'est ça qui m'a. Bah, il y a des gens qui font du 35 heures sans avoir des études à côté et toi, tu tapes et études et 35 heures. C'est ça. Et surtout que même, là, pour les masters, je devais remettre du coup mes notes et je crois que ma moyenne de L1 tournait autour de 13, alors que ma moyenne de L2, c'est 10 et allez, enfin, virgule quelque chose, mais c'est pas haut, quoi. Donc passer de 13 à 10 quand même, je trouve Mmh, ça un peu rude. Donc j'imagine même pas avec un taf à côté, quoi. c'est ça. J'avais pas le temps et puis, à chaque fois, je disais: «C'est pas grave, je réviserai demain matin, tu sais, je vais me lever plus tôt, je rentre du travail, je vais me coucher direct». Mais en fait, tu es tellement fatigué, tu as enchaîné ta journée de cours, genre, 8h-18h. Ensuite, tu vas travailler, tu finis à minuit. Faut que tu te réveilles le lendemain, même si tu as cours qu'à 11h ou à midi. En fait, le temps que tu te réveilles, que tu te prépares, en fait, tu es Mmh. fatigué. Tu dors le plus possible et tu travailles pas, quoi. Ouais. En plus, surtout que je trouve que les jobs étudiants, enfin les jobs que la plupart des étudiants font, du coup, c'est soit genre comme tu fais En restaurant. en restauration, des trucs comme ça, où c'est vraiment des boulots qui sont entre guillemets d'une physique parce que tu cours partout, enfin c'est compliqué. Et tu des horaires qui sont quand même compliqués à tenir. Enfin, comme tu dis, tu finis à minuit. Le temps, juste que tu as un minimum de trajet, tu as un minimum de trucs, bah juste tu veux prendre ta douche avant d'aller dormir et peut-être manger un bout. Et bah direct, tu arrives à 1h du matin et après tu dois te lever pour aller en CM à 8 ou 9h. C'est ça. Et du coup, tu penses que c'est ce rythme-là qui t'a fait arrêter la fac ou c'est quoi? Enfin, à quel moment t'as senti que c'était plus pour toi? En fait, du coup, j'ai redoublé ma L2. Mm. Donc, j'étais en mode déjà, je m'étais dit: «J'ai plus besoin d'aller au CM parce que j'ai tous les CM». Enfin, vraiment, je peux aller, tu sais, la les 2 premières semaines, tu vois, pour voir si c'était à peu près la même chose. C'était Oui. clairement la même chose, donc déjà, je me faisais chier parce que, du coup, c'est ce que j'avais vu l'année d'avant, donc flemme d'y aller. Sauf que, du coup, tu commences à décrocher parce que tu vas plus au CM, tu vas que au TD. Du coup, tu sais, tu perds le fil de la fac. Enfin, tu y vas, mais en fait, tu vas à la fac, 3 heures par semaine, tu te dis: «Mais qu'est-ce que je fous là?» Oui, c'est ça, t'es totalement déconnecté du système. Du système scolaire. Et en fait, c'est que quand tu as commencé à travailler, que tu gagnes un salaire avec lequel tu peux vivre, genre, c'est même pas survivre, c'est avec lequel tu peux vivre, tu es entré dans le monde Mm. du travail, tu as des responsabilités. Enfin, tu vois, en plus, je suis montée manager, j'ai des responsabilités que, enfin, à la fac, juste, j'ai le cul posé sur une chaise, j'écoute quelqu'un parler. Là, je prends des décisions, je suis sur le terrain, c'est actif. Une fois que tu as goûté au monde du travail, pour moi, c'est dur de se dire: non, en fait, j'arrête tout et je retourne à la fac et je suis des cours». Et Ah bah là, rien que la formation que tu as fait il y a quelques jours, ça fait que tu te dis est-ce que tu as fait le bon choix, quoi. c'est ça. Ça a été une décision facile à prendre ou c'était quand même un peu compliqué de te dire que tu arrêtes la fac? Ça a été un peu difficile parce que j'ai vraiment réalisé que je voulais arrêter la fac, juste avant là, les partiels du premier semestre, du coup. Moi, du coup, Mhm. ma deuxième L2, mais du coup, toi, au niveau de ta L3. Ouais, moi j'étais en L3 pendant que toi tu faisais ta deuxième année de L2. C'est ça. Et j'avais pas envie de réviser. Je commençais à trouver des excuses pour pas aller en TD. Genre, j'étais malade alors que je l'étais pas vraiment. Puis comme j'étais plus boursière, je m'en battais un peu les steaks, tu vois, de pas y aller. Mm. Et le matin des partiels, je me suis réveillée, j'ai pleuré, je me suis dit: «J'ai pas envie», et du coup, j'y suis pas allée et je me suis dit: c'est la fin». Au début, j'avais peur, mais même pas pour moi. C'était juste, je me dis: «Je vais décevoir mes parents», parce que, ma sœur est pas allée à la fac. Quand j'ai annoncé à mes parents que j'allais à la fac, ils étaient trop contents, tu vois? Mm. Et en fait, j'avais peur de les décevoir, mais en fait, au final, mes parents m'ont dit qu'ils l'avaient senti depuis longtemps et que ça servait à rien que je fasse quelque chose dans lequel je suis plus heureuse d'être, et voilà.
Oui, et puis je pense aussi que le fait de redoubler aussi, c'est que déjà les potes que tu t'étais fait, et bah tu les as plus. Du coup, rien qu'aller en CM, bah c'est hyper compliqué. C'est ça. Moi, je trouve que vraiment avoir des gens avec qui aller en CM, ça te motive de fou. Oui, parce que Je- le nombre de fois où en L2, on s'envoyait des messages en mode: «Oh, est-ce qu'on y va demain?» et en fait, il y en a une qui disait: «Bah, vas-y, moi j'y vais». Du coup, bah, on y allait parce qu'on savait qu'on était toutes les 2 quoi. C'est ça, alors que quand tu sais que la personne avec qui tu vas, il va pas pour telle ou telle raison, t'es là, ah, je dois y aller tout seul et tout. C'est C'est bête, mais ça, juste avoir quelqu'un à côté de toi, c'est comme pour les partiels, t'es toujours content que quand tu peux choisir ta place ou juste bah la chance fait que t'es à côté de quelqu'un que tu connais, c'est bête parce que c'est pas pour ça que tu vas tricher, c'est pas pour ça que tu vas parler, mais juste avoir une présence que tu connais, ça fait tellement du bien. et c'est hyper rassurant, juste un petit regard en mode: «Bon, bah, là, ça va pas du tout», tu regardes, ça se rebooste et tu te dis: «Bah, vas-y, en fait, on est Mais reparti». ouais, en plus, oui, comme tu dis, toi, du coup, la seule crainte que t'avais, c'était plus tes parents, c'était même pas pour toi parce que toi, t'étais déjà convaincu. Bah, c'est ça et je savais que en arrêtant enfin, tu vois, à côté, j'avais un travail, je partais pas pour rien. Même si c'est pas le job de rêve, tu vois? Ben j'ai quand même quelque chose pour vivre à côté, je vis pas chez mes parents, j'ai mon propre appartement, donc je sais que, ça n'aura pas d'impact sur ma famille en soi, c'est juste moi. Oui, tu étais déjà autonome à 100% et tu savais que la décision, même si elle impactait tes parents parce que c'était plus sentimental que vraiment, c'est même pas financier, j'arrive même pas à trouver le mot, c'est juste en mode t'étais déjà indépendante, donc c'était pas une question de ah, mais elle va arrêter de la fac, mais du coup elle va plus rien faire, mais elle va devoir trouver un boulot. Enfin, t'avais déjà un boulot, t'avais déjà un appart que tu payais toute seule, les courses, tu les as toujours ou presque payées toute seule. Enfin, C'est ça. quel a été le regard des autres autour de toi? Bah, en vrai, je sais que, bah, en fait, les gens, ils en avaient un peu enfin, pas un peu rien à faire, mais en mode, c'est mon choix et dans tous les cas, comme tout le monde voyait autour de moi, que ce soit mes potes, au travail, ma famille, tout le monde voyait que enfin, j'en avais marre et que j'avais lâché depuis longtemps et que juste je tenais pour je ne sais quelle raison. Et du coup, en fait, bah, tout le monde a dit, bah, enfin, c'est dans la logique des choses de ce qu'on voyait de mon comportement, tu vois. Mmh. C'était pas étonnant, c'est pas du jour au lendemain, tu t'es levé et tu as fait: «Ah non, ça y est, j'en ai marre, j'arrête tout». Non, c'est ça commençait à se sentir depuis un moment que j'en avais marre. Déjà, quand j'ai redoublé ma L2, euh, autour de moi, tout le monde a commencé à sentir que je lâchais un peu, tu vois. Oui. Et Bah, après, déjà, je pense que quand t'es pas enfin, quand déjà c'est compliqué de t'y mettre et tout et que vraiment ça passe pas, en plus c'est pas passé à pas grand-chose franchement. oui, bah oui, non, non, j'ai Tu carrément te ça te raté. démotive quand même franchement, c'est bête mais rien que se dire en mode tu redoubles, mais il y a vraiment deux trois points qui te manquaient, bah, tu te dis: «OK, je redouble vraiment pour quelque chose, j'ai des acquis qu'il y a pas du tout et pour lesquels j'ai besoin pour évoluer pardon». Mais Ouais. quand tu vois que autour de toi, tout le monde a eu 10 ou un peu plus, mais c'est passé et que toi vraiment il te manque des centièmes de points pour y aller, bah, tu là en mode: «Ah, bah, d'accord, genre faut recommencer un truc alors que ça aurait pu passer, quoi». Oui, c'est ça. En plus, c'est vraiment, enfin, là, c'était tout recommencer à zéro parce que j'avais validé zéro matière. Donc, c'était devoir tout repasser de A à Z. C'était Mmh. vraiment chiant, quoi. Sachant qu'il y a des choses où, tu vois, bah, j'avais vraiment l'impression d'avoir compris et en fait, tu te refais une deuxième fois la L2 et tu te dis: «Mais en fait, j'ai toujours rien compris, quoi». Mais oui, tu sais que ça me fait penser à un pote, en gros, lui mais déjà toi, ouais, c'est ce que je voulais dire. Toi déjà, c'était ta L2 que tu as redoublé. Du coup, Mmh. tu te dis: «Je vais passer 4 ans à la fac», c'est franchement, chiant. Mais là, j'ai un pote qui, en gros, veut plus faire droit, mais tu vois, là, il est en L3 du coup, et il préfère du coup, bah, forcément valider sa L3, mais après Logique. il compte, enfin là, il a recandidaté sur Parcoursup pour aller en STAPS. Mais là, tu vois, c'est pas comme si toi, t'avais une autre vocation ou un truc comme ça. Genre lui, vraiment, il est en L3, il l'a découvert à la fin de la L2. Sauf que franchement, il avait des bonnes notes. Du coup, il savait qu'il allait valider la L2, que franchement, la L3, ça allait passer. Du coup, il préférait faire encore un an, histoire de valider un diplôme, d'avoir une licence, et d'après, bah, faire ce qu'il voulait, et de du coup candidater bah, en STAPS pour valider un autre diplôme, quoi. Oui, bah, au moins, il part avec quelque chose, il a un bagage, quoi. Au pire, s'il C'est arrive ça. pas en STAPS, il sait qu'il a quand même sa licence de droit pour potentiellement faire quelque chose derrière, quoi.
C'est ça, mais c'est comme, tu vois, il aurait pu dire: «J'arrête la fac», mais non, ça aurait été peut-être un peu bête d'arrêter la fac en milieu de L3 alors qu'il reste quelques mois et tu peux valider tout un diplôme en entier, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Franchement, je pense que j'aurais eu envie d'arrêter en L3 si j'avais pas redoublé ma L2. Je pense que je serais allée jusqu'au bout, histoire de dire: «J'ai validé un truc». Mais comme j'avais redoublé, bah, en fait, dans tous les cas, j'aurais dû me retaper encore un an de plus pour pouvoir valider et avoir un diplôme, enfin Oui, c'était entre guillemets, si tu avais validé la L2, mais que tu te serais rendu compte que c'était pas pour toi, tu serais peut-être motivé à durer enfin, à continuer encore un an ouais, pour valider. Alors que là, tu savais que dans tous les cas, ça te plaisait plus et que du coup, au lieu de mettre un an, bah, tu mettrais 2 ans de perdu à continuer la fac en parallèle de ton boulot et c'était pas forcément, enfin, le rythme est super compliqué à tenir, quoi. c'est ça. Du coup, tu nous as un peu spoil, mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, en fait, ma belle? Ça, Bah, ça, je le couperai. du coup, je suis manager chez McDo depuis un an maintenant, Oui. future directrice adjointe. Attention. Donc en fait, c'est aussi ça, c'est que j'ai eu des possibilités d'évolution dans mon travail et où en fait, où je me rends compte que j'ai des responsabilités et des choses que ça se trouve, même en ayant fait des études de droit, j'aurais pas. Oui. C'est vraiment un poste que j'occupe où même si, ça paraît facile comme ça, enfin, on n'est pas beaucoup à arriver jusque-là et moi, j'aime bien faire ma petite chef, même si, je suis loin de traumatiser mes équipes, au contraire. Heu, mais j'ai des responsabilités, je gère des choses de la vie concrète, enfin, pour moi, c'est la vraie Oui. vie, quoi. Donc Et puis la différence entre, je pense, les bancs de la fac ou même moi là, je commence à en avoir marre, tu vois, d'avoir que du théorique tout le temps et passer, même si c'est totalement un autre domaine, hein, passer les trucs de faire, enfin, tu fais les trucs de tes mains, quoi, tu bouges, tu es active. puis, je sais pas, enfin, en tout cas, moi qui de base est très associable, tu peux confirmer, je n'aime pas Oui, les bah on est toutes les deux très associables, hein. clairement, mais en fait, avec mon équipe, enfin, j'ai quand même une équipe enfin, je gère 42 employés quand même s'ils sont jamais tous sur le terrain en même temps, mais c'est quand même la gestion de 42 personnes. Pour moi, c'est tellement naturel de gérer enfin, de manager une équipe que même ma maman, tu vois, m'a dit: «Mais en fait, Célia, tu fait pour ça» et en fait, ma mère m'a dit: «Tu aurais peut-être dû faire des études de management, du coup». Ce que je peux faire en soi, avec un McDo qui m'offre la possibilité, si je veux, de faire un BTS en management. Bah oui, Mais mais de toute j'ai pas façon, envie de enfin, même travailler. ça se voit, tu beaucoup plus épanouie aujourd'hui que quand enfin, quand tu étais à la fac et tout. Enfin, je veux dire, je pense que ça joue et parce que le rythme de tenir, boulot et faculté est compliqué, mais aussi parce que juste, bah, comme tu disais, le droit, rien que la fac, tu décrochais en lui-même, quoi. C'était le rythme de la fac, les études, les trucs, le machin qui faisait que, aussi, tu pouvais plus et que tu t'étais dit: «Bah, vraiment, ça sert à quoi?» sachant que ce qui me plaît le plus, c'est ce que je fais à côté. C'est ça. En fait, c'est que, comme tu as dit, c'est purement théorique et en fait, tu te dis: «Mais la pratique, tu vas pas la mettre en place avant, encore des quelques années» parce que quand tu sors de la licence, tu as très peu de métiers en droit où tu peux sortir juste avec une licence. Enfin, en tout cas, moi, dans ce qui m'intéressait, j'étais obligée de faire un master derrière et je me dis: «Mais en fait, là, tout ce que je suis en train d'apprendre maintenant, ben je vais le mettre en place dans genre 5 6 ans». Mais du coup, en fait, je m'en souviendrai plus de la moitié. Enfin, ce qu'on a vu en L1, bah, désolée, mais je m'en souviens plus, quoi. Non, Enfin, mais il y ça a plein de commence à trucs, faire enfin, je veux long. dire, il y a des principes généraux que tu retiens parce que tu les revois de temps en temps. Maintenant, les trucs que tu as vus en L1, à moins que tu sois très motivé et que tu rejettes un coup d'œil de temps en temps, c'est impossible de tout Bah, retenir, hein. c'est ça et puis, moi, je sais pas, quelqu'un qui va finir par, faire du droit pénal, mais en fait, tout ce qu'il a appris en L1 et en L2 sur du droit public, beh, en fait, il s'en fiche, quoi. Parce que Mais lui, il oui. fait du droit pénal, donc en fait, tout ce qu'il a appris, bah, ça servait à rien et en fait, je sais pas, je trouve que le fonctionnement est un peu bête. Enfin, tu apprends plein de choses qui, au final, ne vont jamais servir, en fait. Oui, voilà, tout dépend vers en fait, on devrait spécialiser peut-être un peu plus tôt, tu vois? Dès la L2, par exemple, ça aurait Ah été L2, pas ouais. bête de se spécialiser parce qu'encore en L1, c'est compliqué. Déjà que tu es au lycée et tu dois choisir vers quelle branche, tu te spécialises. Alors si en plus dès la L1, tu dois encore plus, te spécialiser déjà, je pense que c'est compliqué. Mais ouais, la L2, quoi. Ouais, Du coup, mais est-ce que tu penses que cette décision, elle a été attends, je t'ai coupé, donc vas-y. mais tu vois, genre, tout bête, mais là, regarde, j'ai fait 2 jours de formation avec McDo où j'avais le cul posé sur une chaise
C'est sûr que c'était les 2 pires jours de ma vie dans le sens, professionnel parce que, bah, je me suis fait chier, quoi. C'est pas théorique, t'es pas sur le terrain, c'est juste de la théorie et pas de la pratique et en fait, je pense que je suis juste une personne qui a besoin d'être sur le terrain tout le temps et de faire quelque chose, quoi. Pas juste écouter et attendre, Oui, c'est ça et attendre que ça se passe et te dire: «Bah, OK, tout ce que j'apprends maintenant, je l'appliquerai, mais dans des années et peut-être, que la moitié de que ce que j'apprends aujourd'hui», quoi. c'est ça. Du coup, est-ce que tu penses que cette décision, elle a été bénéfique pour toi, même si, elle a été difficile? Je pense qu'on connaît déjà la réponse, mais Oui, déjà rien que dans ma santé mentale, enfin, la fatigue, tout ça, ça va beaucoup mieux et enfin, dans tous les cas, c'était quelque chose que j'aimais pas donc j'y allais à contre-cœur, j'avais la boule au ventre, du coup, ouais, franchement, c'est bénéfique pour moi de fou. tu dirais quoi, tu penses, à un étudiant qui ressent la même chose que toi à l'époque, qu'il se sent plus à sa place forcément, qu'il a peut-être envie de faire autre chose? En vrai, je lui dirais quand même de bien réfléchir avant, surtout s'il a rien à côté parce que moi, j'avais la on va dire «la chance» entre guillemets, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, de travailler à côté, d'avoir quelque chose et de me dire: «Je veux faire ça». Et dans tous les cas, moi, j'avais quand même une idée bien tracée. Enfin, j'ai quand même envie de tenter mon concours de gendarmerie. Même s'il est plus à sa place, tant qu'il sait pas quoi faire, moi, je lui dirais de rester, même si c'est compliqué, parce que si tu te sors, que t'as rien derrière, t'as même pas une petite idée de ce que tu veux faire, mais tu peux gâcher ta vie comme ça, bêtement, alors que s'il va jusqu'au bout de sa licence, au moins il a un bagage. Oui, c'est ça. Moi, je savais ce que je voulais faire et je savais que j'avais quelque chose à côté. Si t'as rien à côté et que t'as pas d'idée de ce que tu veux faire, vaut peut-être mieux rester dans le système scolaire parce que si tu veux retourner faire, je sais pas, tu veux changer totalement de domaine, mais que tu veux rester à la fac, bah si tu décroches du système scolaire, tu y retourneras jamais. Oui, puis je trouve quand même que c'est quand même bien d'avoir quand même quelque chose à côté, d'avoir quand même toujours, comme tu dis, une idée ou un truc, tu quittes pas quelque chose sans rien avoir à côté parce que comme tu dis, bah, imaginons tu es en L2, comme on a dit, c'est bête si tu aucune idée de juste pas faire un an de plus et de valider un diplôme. OK, c'est peut-être pas ce dans quoi tu veux te lancer, mais tu as quand même un truc en qui vaut bac+3 Mm. et tu te dis: «Bah, voilà, comme ça dans les un an qui te restent, pour valider ta licence, bah, mûris tes réflexions, pense à ce que tu veux faire plus tard, peut-être, regarde les opportunités qui peuvent s'ouvrir» parce que ça se trouve même il y a des formations qui s'ouvrent que si tu as un bac+3 et ils s'en fichent du domaine dans lequel tu t'es spécialisé, mais juste ils demandent un bac+3 quoi. C'est ça. Après il y avait la question, est-ce que tu referais le même choix aujourd'hui si tu avais à le reprendre? Enfin, est-ce que tu changerais quelque chose si tu avais à refaire? Moi, j'aurais pas retapé une deuxième L2, je me serais arrêtée à la première. Ouais, tu t'aurais pas persévé enfin, c'est pas mais c'est Ouais, même pas persé enfin, tout dépend comment tu vois les choses, si c'est persévérer ou pas, quoi. non, en fait, de base, c'est un peu ce que je voulais faire. Je me suis dit: «Non, Célia, tiens jusqu'au bout, tu finis ta licence, après ça ira mieux» et en fait, bah, j'ai craqué 4 mois après, donc autant me soulager avant de ce poids-là, tu vois? Oui, s'il y a déjà, une petite idée ou un petit questionnement qui se pose, autant l'approfondir et réfléchir vraiment, plutôt que de se dire: «Non mais c'est bon, on réfléchit pas, on y va» et se dire que, bah, voilà, à 4 mois après, tu aurais pu peut-être, déjà bosser comme tu le fais maintenant et Puis me décharger d'une charge mentale, tu vois? oui, c'est ça. C'est surtout ça. Après, il y a la question, si tu pouvais parler à la toi de L1, que dirais-tu? Parce que je pense quand même que le fait que j'ai travaillé, ça a énormément impacté, sinon je leur ai dit: «Ne travaille pas à McDo». Tu vois, je me dis que, enfin, il y a forcément un lien direct entre le fait que j'ai travaillé et le fait que j'ai arrêté la fac. Je pense que si j'avais jamais Mmh. travaillé, j'aurais sûrement jamais arrêté la fac, mais j'ai pas eu le choix de travailler. Alors après, mon peut-être que mon choix d'entreprise n'était pas le bon, tu vois? Ça se trouve, je sais pas, j'aurais travaillé à Auchan ou je sais pas quoi, j'aurais peut-être pas arrêté, mais Oui, j'aurais peut-être, rien que, par exemple, un emploi qui a des horaires qui sont plus «standards» entre guillemets, où tu finis pas très tard le soir, ça aurait pu peut-être déjà aider. c'est ça. Mais je pense que c'est le seul truc que je lui dirais, mais en fait, au final, je regrette pas mon choix de vie, donc je sais pas. Ça se trouve, ma vie aurait été totalement différente, j'en sais rien. Et voilà, c'est la fin d'un café ou un code. On espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que nous en avons eu à la créer, à l'enregistrer et à la vivre ensemble.
Merci d'avoir été là, épisode après épisode. On a ri, on a réfléchi, on a galéré parfois aussi, mais surtout, on a grandi ensemble. Toute l'équipe du podcast a adoré construire ce projet, du premier brainstorming à ce dernier mot. Et maintenant, pour conclure, comme il se doit, voici un petit message de remerciement de toute l'équipe. Merci de nous avoir écoutés pour ces quelques épisodes. Merci à tous de nous avoir écoutés. Coucou, c'est Amandine. Du coup, je voulais tous vous remercier pour votre attention et votre écoute. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous tous pour votre écoute attentive et un grand merci également à tous ceux qui ont participé à ce podcast et qui ont contribué à le rendre plus vivant. Eh bien, je tiens à remercier tous les auditeurs pour l'attention que vous avez portée à ce podcast, ainsi qu'à toute l'équipe pour le travail qui a été abattu tout au long de ce projet. Voilà. Et oui, on voulait vous remercier de vive voix. On espère avoir réussi à dédramatiser la fac et vous avoir donné encore plus envie de tout donner. On aimerait remercier toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ce projet. D'abord, un immense merci à Tariq, notre voix off, toujours là pour poser sa voix et ses bons conseils, même si, rappelons-le, il est censé être en L3 d'info. Merci aussi à Monsieur Jouette, qui a accepté avec enthousiasme de se prêter au jeu de l'interview. C'était un vrai plaisir. Nous voulions aussi adresser un remerciement tout particulier à Monsieur David Ganching, notre tuteur. Sans lui, ce projet n'aurait jamais vu le jour. Merci pour votre disponibilité, votre soutien et votre bienveillance tout au long de cette aventure. Et enfin, un grand merci à tous les membres de l'équipe du podcast. On a partagé une super expérience, pleine de fou rire, de café et parfois de code. Et on en sort grandi. Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été là. Peut-être que ce n'est qu'un au revoir, qui sait. À bientôt peut-être, autour d'un café ou d'un code.